Euh, Bonjour à tous et bonjour à Juliette. Bonjour Bonjour. Philippe et Bon, bonjour à tous. voilà, ben c'est sympa, on est impressionné parce qu'il y a plein de monde qui est intéressé ce soir pour cette réunion, ce Zoom, où on va parler anaphylaxie. Alors, juste une petite présentation. Donc, Juliette va nous parler d'abord anaphylaxie pour nous présenter ce que c'est un petit peu et quelles sont les informations de base à partir desquelles on va pouvoir discuter de nos cas particuliers. Et pour les questions, vous pouvez les préparer tout de suite et vous allez pouvoir les poser dans le chat. Donc il y a un chat général, donc j'espère que vous connaissez à peu près. Sur le chat principal que vous voyez, vous allez pouvoir mettre vos questions et en fait, à tour de rôle, on va les lire, Juliette et moi, pour passer les unes après les autres et on va essayer d'y répondre au maximum dans le temps qui nous est imparti, parfois en regroupant les questions qui sont sur les mêmes thématiques, mais on va essayer de faire des réponses les plus individuelles possibles. Voilà, en sachant qu'évidemment, on ne peut pas parler des cas particuliers, vraiment particuliers, mais sur les consignes générales sur le sujet, oui, bien sûr, on va pouvoir parler de vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais donc passer la main à Juliette qui va nous faire la présentation. Donc, je fais une présentation sur l'anaphylaxie. À toi, Juliette. Alors bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour la Semaine mondiale de l'allergie en France. Donc c'est un événement qui est, euh, on va dire, euh, grâce au CIFAL et à l'ARCA, qui va être diffusé au niveau national. Donc aujourd'hui, on va parler d'anaphylaxie, qui est le thème de cette semaine mondiale de l'allergie en France. Et à la fin donc, de ce diapo, on laisse le temps pour des questions-réponses pendant au moins 50 minutes. À toi, Philippe, tu peux. Hop, on passe. Alors, qu'est-ce que l'anaphylaxie? C'est une réaction clinique d'hypersensibilité rapide, généralisée et grave, pouvant menacer le pronostic vital, voire être fatale. Il existe différentes formes de réactions anaphylactiques, donc je vais donner quelques exemples. Donc tout d'abord, on parle de choc anaphylactique, donc c'est une défaillance hémodynamique. Alors heureusement, c'est pas la forme d'anaphylaxie la plus fréquente, et heureusement. Après, on peut avoir l'œdème de Quincke, on en parle souvent, l'œdème de Quincke, mais ça reste relativement rare. Donc, l'œdème de Quincke, c'est bien un œdème laryngé, donc qui empêche de respirer, ou pharyngé, donc qui empêche d'avaler. Et donc, on a une hypersalivation. Et donc, c'est très grave si on n'agit pas rapidement. Après, on a d'autres formes d'anaphylaxie. Donc, par exemple, quand on est face à un allergène alimentaire, on peut avoir des asthmes aigus graves qu'il faut traiter immédiatement. Puis, finalement, il y a des formes d'anaphylaxie qui atteint deux organes, donc par exemple la peau avec l'urticaire, plus une atteinte d'au moins un autre organe, donc digestif, pulmonaire ou circulatoire. Mais alors, on va parler de chronologie de l'anaphylaxie. Alors, tout d'abord, il faut une exposition allergénique. Pour faire une anaphylaxie, finalement, c'est une réaction allergique. Donc, il faut un allergène, si tu veux bien. Voilà, tu peux avancer. Et donc, quels sont les allergènes en question? Donc, les aliments, les médicaments et les venins d'hyménoptères sont les allergènes les plus fréquents. Alors, entre l'exposition allergénique et la réaction anaphylactique, en général, mais voilà, en général, il faut compter 3 heures maximum pour avoir cette réaction anaphylactique. Donc, on parle de chronologie immédiate, contrairement à d'autres réactions qui peuvent être retardées. Et la réaction anaphylactique, finalement, va se terminer en fonction de la prise en charge, en fonction du traitement, en fonction du patient, en fonction de la dose d'allergène qu'on a finalement eu par voie orale, par voie respiratoire. Donc, c'est une réaction en général dose dépendante. Concernant les traitements de l'anaphylaxie, donc tout d'abord, avant d'appeler les secours, c'est l'adrénaline par voie intramusculaire qui est recommandée.
Et il faut bien vérifier que la dose soit appropriée. C'est-à-dire que pour les personnes de moins de 30 kilos, c'est 150 microgrammes. Alors, parfois, on peut dire entre 25 et 30, on peut voilà, mettre du 300. Mais voilà, à partir de 300, de 30 kg, c'est bien du 300 qu'il faut administrer. Et si le poids est supérieur à 70 kilos, c'est mieux de s'administrer 500 microgrammes. Bien sûr, la position dans laquelle on est, position allongée, hein, est importante, ou semi-assise si gêne respiratoire. Alors là, c'est un diapo sur les différents types d'injection, pardon. Et donc, on voit que l'injection intramusculaire se fait de façon perpendiculaire à la peau, donc à 90 degrés, contrairement à la voie sous-cutanée, intraveineuse, intradermique. En deuxième lieu, il faut appeler les secours. Alors, quels sont les numéros? Donc, le numéro 15, donc le SAMU, le numéro 112 en Europe, le numéro 114 pour les patients sourds, sourds et aveugles, malentendants ou aphasiques et aphasiques, et le numéro 18, les pompiers qui sont formés à l'anaphylaxie. Bien sûr, en troisièmement, si il y a une gêne respiratoire, il faut administrer de la ventoline en attendant les secours et le protocole est variable selon les centres. Concernant la prise en charge à distance, donc le bilan allergologique est réalisé en général dans les 6 semaines à un mois minimum suivant la réaction. Pourquoi? Parce que les tests sont moins réactifs quand on a fait une grosse anaphylaxie et donc on préfère voir les patients à 6 semaines, voire parfois c'est tout juste, les revoir, si les tests sont négatifs, les revoir par la suite pour bien confirmer la négativité des tests si c'était le cas. Concernant l'anaphylaxie en France, donc on a, grâce au réseau d'allergovigilance, un recul sur 20 ans. Alors malheureusement, tous les cas ne sont pas déclarés, mais on peut compter en tout cas 2818 cas déclarés au RAV en 20 ans concernant les aliments, avec, ce qui est rassurant, peu d'anaphylaxie avec arrêt cardio-respiratoire et peu de décès. Concernant les médicaments péropératoires en France, le GERAP, qui est un groupe d'études sur les réactions anaphylactiques péropératoires, permet donc la veille de ces réactions. Et on a enregistré entre 2017 et 2018 765 patients. Ah, je veux bien que tu... Voilà. Donc, 56% des réactions ont nécessité un traitement de réanimation. Donc, en général, c'était des réactions plutôt sévères. Les médicaments identifiés ont été identifiés dans 70% des cas et souvent ce sont les curares qui sont impliqués. Donc, c'est des médicaments qui permettent d'immobiliser le patient pendant les blocs opératoires, sachant que les curares ne sont pas toujours utilisés pendant les blocs opératoires. Et concernant les venins d'hyménoptères, le RAV a enregistré 502 cas en 20 ans, avec une majorité de cas adultes et 62 cas seulement pédiatriques, et bien heureusement. Je vous remercie de votre attention. Voilà, ben, merci beaucoup, Juliette. Euh, pour ta présentation, une remarque sémantique, enfin, que j'ai appris, Monsieur Kink, c'était un Allemand, donc ça se prononce Kink. On a toujours prononcé Quick, Kink ou voilà, c'est Monsieur Kink, un Allemand, un médecin allemand qui avait qui avait décrit la maladie, cet œdème. Alors, on va peut-être chacun notre tour maintenant répondre à vos questions. Alors, ben, je vais prendre la première de Cédera Rarinira, je suis désolé. Le prick test est-il fiable à 100%? Alors non, évidemment, un prick test, c'est pas fiable à 100%. Un prick test, c'est un extrait allergénique. Ça veut dire qu'on va prendre un produit dans lequel il va y avoir des allergènes, des molécules allergisantes,
qui seront plus ou moins concentrées, plus ou moins importantes. Et il y a une variabilité si on fait avec un produit natif, selon qu'il est mûr, cuit, pas cuit, ça va modifier les molécules qu'il y a à l'intérieur. Et donc sur un test natif, on va avoir une variabilité selon le produit, son origine. Donc c'est un test en fait de dépistage qui permet de fouiller un grand nombre de molécules allergisantes possibles et d'avoir une réponse qui nous permet d'approcher justement une sensibilisation, savoir si dedans il y a des molécules qui peuvent être responsables ou pas de la réaction. Un prick test positif, c'est pas du tout une allergie. Si par exemple vous êtes allergique au bouleau et que vous avez une réaction avec la cacahuète, eh bien ce sont des produits qui contiennent des molécules communes. Et si vous mangez de la cacahuète sans réagir, vous n'êtes pas allergique à la cacahuète. Donc le prick test, il permet de s'aider, s'orienter dans le diagnostic. C'est pour ça qu'un allergologue donc, va vous faire plusieurs tests et il va pas se contenter donc du prick test. Souvent, il va aller plus loin que ça, sauf s'il y a qu'un test positif et que c'est évident que c'est ça, que ça s'est bien passé, que le prick test ne fait que confirmer ce qu'il en est. Voilà, donc j'espère avoir répondu pour la partie de la fiabilité du prick test. Juliette, je te laisse prendre la suite. Oui, alors moi je vais parler donc de la deuxième question, je vais répondre à celle-là. Donc bonsoir, je voudrais savoir s'il y a des nouveaux traitements en dehors de l'immunothérapie orale dans le cadre des allergies alimentaires sévères. Qu'est-ce que le Xolair? Y a-t-il des nouveaux traitements prometteurs? Alors, euh, effectivement, donc je vais rappeler ce que c'est que l'immunothérapie orale. Donc, c'est la désensibilisation aux aliments en cas d'allergie alimentaire. Donc, par exemple, on va désensibiliser un patient allergique à l'arachide en lui donnant de la cacahuète à dose progressivement croissante, différents protocoles selon les centres. Alors, qu'est-ce que le Xolair? Donc, le Xolair, c'est un anti-immunoglobuline E. Et donc, ça va, en gros, quand on réagit de façon anaphylactique, on va avoir nos cellules mastocytaires qui sont armées d'immunoglobuline E, qui vont réagir quand elles vont reconnaître l'allergène. Et le Xolair va, du coup, limiter la réaction. Il va juste limiter finalement la dégranulation des mastocytes. Malheureusement, on a des patients sous Xolair, nous on en a, des allergiques alimentaires sévères et effectivement, c'est pas la panacée. Par exemple, on a mis un patient qui avait de l'eczéma parce que ce n'est pour l'instant pas indiqué dans le cas d'une allergie alimentaire sévère. Euh, on a mis un patient sous Xolair. Il était très allergique aux petits pois. Il réagissait à un quart de petit pois en faisant une anaphylaxie. Et maintenant, il peut tolérer 3 petits pois. Donc, je ne sais pas si c'est voilà, une réussite. En tout cas, voilà, il y a des statistiques qui montrent que chez certains patients, le Xolair fonctionne. Il y a d'autres traitements, d'autres biothérapies à l'étude, notamment le dupilumab. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de traitement malheureusement miracle. On parle peut-être de vaccins à l'avenir contre les allergies, mais voilà, je pense que là, on est encore à la préhistoire de la prise en charge des allergies alimentaires. Alors, c'est sûr que c'est pas un argument de poids pour le Xolair, hein, trois petits pois. Euh, Par contre, oui, il y a aussi d'autres formes, tu en as peut-être pas encore parlé pour l'adrénaline. Donc, il y a de l'adrénaline nasale. Et récemment, sur la FDA, on a vu passer donc l'anafilm également. Peut-être tu peux en parler un petit peu? Pour, pour l'administration de l'adrénaline. Non, c'est pour dire qu'il y a d'autres formes de traitement de l'anaphylaxie qui arrivent. C'est toujours de l'adrénaline, mais sous d'autres formes galéniques. D'accord. Oui, mais en fait, le problème, c'est que ça ne change pas comment dire, le traitement de l'allergie alimentaire sévère. Oui, 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 c'est pas un changement de traitement, c'est juste un mode d'administration, une praticité pour les gens qui ont peur des piqûres. Ça permet d'avoir des alternatives dans le Oui, futur. C'est toujours un oui, point. en cas de réaction, on peut maintenant éventuellement avoir de l'adrénaline intranasale. Donc ça, c'est Voilà, vrai que c'est c'est le pas mal. défi qui est sorti il y a peu de temps. Ensuite, quels sont les signes précoces d'une réaction anaphylactique? Alors, les signes précoces d'une réaction anaphylactique sont variables. Très souvent, l'allergique est capable de reconnaître ses symptômes d'une fois sur l'autre.
Certains, ça va être une démangeaison de la langue qui va apparaître, d'autres, c'est du front de la gorge, d'autres, c'est une démangeaison occipitale qui apparaît, démangeaison des paumes des mains et des plantes des pieds qui suit une douleur abdominale. Ces symptômes-là, ils sont souvent spécifiques d'une personne. Une fois qu'une personne a fait un choc anaphylactique, elle reconnaît ces symptômes qui arrivent. Il n'y a pas meilleure personne pour savoir si c'est un choc anaphylactique que vous-même une fois que vous en avez fait un. Le médecin, lui, il est capable de reconnaître justement ces éléments, de les prendre, de dire est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est pas cohérent, et pouvoir vous aider à avancer donc sur le diagnostic. Mais sur la réaction anaphylactique elle-même, c'est toujours ces symptômes-là, et c'est toujours la personne elle-même qui en a déjà fait un qui sera capable de vous dire ce qu'il en est. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je te laisse, Juliette, continuer. Je rejoins juste Philippe sur les signes précoces. Malheureusement, bah, nous, on provoque des patients hein, Oui. enfin, voilà, pour la désensibilisation et parfois, ils font enfin, c'est rare, mais quand même, il y a des réactions anaphylactiques sévères et parfois, ça peut juste commencer par un éternuement. Donc, voilà, on ne sait pas finalement comment ça peut évoluer. Ça évolue même très rapidement et c'est dose dépendant en tout cas. Mm. Tout à fait. Donc, bonjour, nous venons de découvrir une allergie au sésame chez mon fils de 3 ans et demi. Alors, il a langue qui pique, vomissement, douleur abdominale, urticaire géant. Est-ce qu'on parle de choc anaphylactique pour lui? Je lui avais donné de l'Aerius et cela avait suffi. Maintenant, nous avons de l'adrénaline. S'il représente ces symptômes, il faut donc administrer de l'adrénaline. Alors, donc, il a eu langue qui pique, vomissement, douleur abdominale, urticaire géante. On peut dire que c'est clairement une anaphylaxie. Pour parler de choc anaphylactique, il faut quand même avoir une défaillance hémodynamique, c'est-à-dire tachycardie, puis hypertension et hypotension, chute tensionnelle. Souvent, ben, il y a, comment dire, des problèmes neurologiques associés. Enfin, voilà, je perds de connaissance. Je pense qu'on ne peut pas parler de choc anaphylactique, mais en tout cas, les signes étaient très sévères d'anaphylaxie. Et donc, heureusement que l'Aerius a pu le guérir, mais le mieux, c'est quand même l'adrénaline. Donc, la prochaine fois, il faut lui administrer enfin, très rapidement de l'adrénaline, effectivement. Je te remercie, Juliette. Donc, à la question donc, de Frédéric, avez-vous des flyers très concrets et faciles d'accès à donner à une crèche ou une école pour sensibiliser aux réactions anaphylactiques, mais surtout calmer leurs craintes? Euh, je suis partagé. Donc d'abord, il y a eu des flyers qui ont été faits effectivement avec les associations de patients autrefois. J'y avais participé. Il y en a un peu partout qui sont faits, mais didactiques dédiés aux crèches et aux écoles, actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as connaissance, Juliette, de flyers pour ça. Pour l'anaphylaxie, Pour les crèches et les écoles, pour sensibiliser. bah après, c'est une bonne idée. On peut C'est une peut-être en très bonne créer un. idée, hein, c'est sûr. Parce que voilà, ça, c'est une. Euh, il y a celles qui sont disponibles sur Allergodiète, mais qui sont spécifiques d'aliments, évidemment. Ensuite, calmer les craintes. Alors, je ne sais pas si en fait il faut vraiment calmer les craintes. C'est quand même c'est un danger mortel, hein. Donc il faut être conscient des craintes. Il faut pas paniquer. Il faut pas faire de crise d'anxiété, c'est sûr. Mais calmer les craintes. Moi, ce que je crains, ça serait d'être contre-productif. L'objectif, c'est quand même que si quelqu'un fait une anaphylaxie, on n'hésite pas à utiliser l'adrénaline quand il y en a besoin. Et ça tombe bien, Juliette, c'est toi qui vas pouvoir répondre à la question de Julia. Alors, mon médecin a prescrit de l'adrénaline à ma fille. J'ai peur de l'utiliser. Est-ce que j'ai un risque de lui faire mal, de lui faire, puis je le fais et le faire mal? Oui, d'accord. Alors, il faut, en tout cas, quand le médecin prescrit de l'adrénaline, le mieux, c'est qu'il puisse expliquer quand même l'utilisation avec un stylo de démonstration. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube et nous, voilà, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allergie, on va faire des présentations sur l'utilisation des stylos. Il faut absolument voilà, connaître l'utilisation du stylo qui vous a été prescrit. Parce que, par exemple, l'Anapen, eh ben, ce n'est pas la même façon de faire qu'avec Jext ou EpiPen.
Donc, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de le faire, puisque il vaut mieux le faire à tort que ne pas le faire du tout. On ne sait pas finalement comment une réaction anaphylactique peut évoluer. Ça peut très bien se passer, c'est-à-dire que juste avec de l'ARUS, comme finalement le commentaire précédent, bah, ça se passe bien. Et ça, heureusement, c'est la majorité des cas. Hein, voilà. Mais il y en a où ça se passe vraiment pas bien du tout. Et les enfants ou les adultes qui présentent l'anaphylaxie ont besoin de réanimation par la suite, c'est très grave. Donc, voilà, pour éviter cela, ben, le mieux, c'est quand même de savoir l'utiliser et de s'entraîner. Hein. Vous pouvez demander des démonstrateurs dans des centres d'allergologie. Voilà, et bien avoir conscience effectivement que l'adrénaline, on en fait tous, hein, on fait des pics d'adrénaline quand on a des stress, ça permet également donc de se sortir de la torpeur dans laquelle on s'enfonce lors du choc. Donc c'est pas très l'affaire par excès effectivement n'est pas un problème particulier. Alors, je vais répondre à la question de Laure. Donc, faut-il éviter les aliments présentant trace d'eux lorsqu'on est allergique? Alors, je vais répondre à la question en disant qu'il n'y a pas de réponse. Ça dépend des personnes, et ça dépend des allergènes. Il y a des gens qui sont très allergiques et pour qui trace d'eux, effectivement, c'est un problème. Par exemple, euh, trace d'arachide pour quelqu'un qui n'est pas très allergique à la cacahuète, qui n'a pas de forte sensibilité sur les molécules particulièrement anaphylactiques, c'est pas un problème. C'est d'ailleurs rarement un problème pour l'arachide. Ça peut être un souci donc pour les gens, par exemple, allergiques au lait de brebis ou lait de chèvre qui réagissent à des quantités très faibles. Donc, je pense que pour le trace 2, faites confiance à votre médecin allergologue. Il est là pour ça. C'est lui qui a fait le bilan, qui a vu chez vous quels étaient les risques. Est-ce que vous aviez une prédisposition, un problème de mastocytose, etc., de SAMA? Et en fonction de ces risques-là, c'est lui qui vous autorisera et qui dira s'il faut les traces 2 ou pas. Voilà. Je te laisse, Alors, Juliette. je vais juste compléter parce que la Société française d'allergologie a dit que trace 2, quand on supportait 5 milligrammes de l'aliment, on pouvait les tolérer. Donc, et il n'y a pas de mention, comment dire, euh, en fait, trace 2, l'industriel l'écrit, mais il n'y a aucune réglementation. Donc, du coup, ben, il peut y avoir trace 2 alors qu'il y a rien. Il n'y a pas Oui. d'arachide dedans, par exemple, c'est trace d'arachide. Et il peut y avoir trace d'arachide alors qu'il y en a un petit peu quand même. Donc, alors, c'est pas très rassurant, mais quand on tolère 5 milligrammes d'arachide dans les tests de provocation, on peut dire OK pour finalement les traces d'arachide. Et en général, c'est marqué trace éventuelle de. C'est même pas trace de. Mm, mm. Il se mouille pas plus que ça. Je te laisse la question de Sylvain Sauder. Oui, alors il y a plusieurs questions. Alors, en cas d'ingestion d'un allergène alimentaire, est-ce que le fait que l'allergène reste dans l'estomac et que la digestion se poursuit ne peut pas être un facteur de poursuite de la réaction anaphylactique, alors même qu'il y a eu une première dose d'adrénaline? Mon enfant a eu un choc anaphylactique de grade 3 avec un effet rebond. Est-ce que le grade et le choc anaphylactique peut être en fonction de la quantité d'allergènes ingérés? Et est-ce que le fait d'avoir une réaction anaphylactique d'un certain grade signifie qu'il y aura probablement un choc anaphylactique aussi important, plus important lors de la prochaine exposition? Alors, euh, effectivement, lorsqu'il y a un allergène alimentaire qui finalement a du mal à être digéré, ça peut en fait, la réaction allergique, elle est dose dépendante. Donc finalement, comme elle est dose dépendante, si l'allergène reste dans le tube digestif et a du mal à être éliminé, effectivement, il peut y avoir un effet rebond, mais c'est-à-dire que si le patient n'a pas vomi l'allergène, eh bien, il a plus de risques de continuer à faire sa réaction. Alors après, l'effet rebond, c'est pas fréquent quand même. Moi, qui provoque des tests, enfin voilà, qui fait des tests de provocation, on en a peu d'effets rebond après avoir fait de l'adrénaline. C'est exceptionnel, mais bon, malheureusement, ça arrive. Et c'est pas, je sais pas si c'est vraiment lié, ça doit être patient dépendant quand même, et ça doit être aussi fonction de la quantité d'allergènes ingérés, effectivement. Et la dernière question, c'était est-ce que le fait d'avoir une réaction anaphylactique d'un certain grade
signifie qu'il y aura probablement un choc anaphylactique lors de la prochaine exposition. Alors, oui et non. Si c'est la même quantité qui est prise. Si c'est une quantité plus faible, eh ben, la réaction sera sûrement moindre. Voilà, Et puis il y a toute la question des circonstances dans lesquelles l'anaphylaxie se fait, avec tous les cofacteurs qui peuvent modifier ça. tout à fait. Donc l'effort, euh, finalement, les antibiotiques, les infections, les pics polliniques, euh, après la prise d'alcool, mais ça c'est pour les adultes. Euh, voilà. Aussi. Donc, je vais prendre la question suivante. Donc, nous avons vu que le CIPA pouvait concerner des bébés, notamment avec du cabillaud. Peut-il y avoir une différence de réaction entre le cabillaud dans des petits pots industriels et le cabillaud préparé à la maison? Alors, le CIPA, c'est pas une anaphylaxie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le syndrome d'entérocolite immunologique aux protéines alimentaires. C'est une urgence, hein, parce que ça se présente de manière spectaculaire également. Après avoir consommé l'aliment déclencheur, ça ne passe pas par les IgE, donc il n'y a pas d'anaphylaxie, il n'y a pas besoin d'adrénaline, ça serait contre-productif, mais ce sont des vomissements incoercibles, violents, avec des personnes qui vont se vider, qui vont être pliées en deux, épuisées. C'est vraiment quelque chose de violent et invalidant, et c'est pas parce qu'on n'en meurt pas que ça n'est pas quelque chose de difficile, c'est vraiment une vraie maladie. Alors, la différence entre le cabillaud industriel et le cabillaud préparé à la maison, j'ai pas de notion qu'il y ait de différence. Je pense que c'est vraiment une question de quantité parce que là aussi, il y a un seuil de déclenchement. Et donc, quand vous dépassez le seuil, vous allez déclencher davantage. Peut-être que le cabillaud des petits pots industriels est en quantité moindre. C'est quand même un élément assez coûteux. Voilà. Je te laisse, Juliette. Alors, bonsoir. L'anaphylaxie entraîne des angoisses et des phobies alimentaires. Les psychologues rencontrés ont du mal à trouver une façon d'aider. Avez-vous des psys spécialisés sur le sujet, s'il vous plaît? Alors, on rencontre de temps en temps, donc moi je collige les cas du coup effectivement de patients qui développent des phobies. Je dois en avoir quatre dans le service. Alors c'est très difficile. Enfin, il faut prendre les patients en charge de façon, on va dire, pluridisciplinaire. Donc effectivement, avec une psychologue, mais nous aussi en tant qu'allergologue, on peut aider. C'est-à-dire qu'on peut faire des tests de provocation avec les patients leur dire, bah voilà, regardez cet aliment, vous ne réagissez pas. Donc ça, déjà, ça aide. Et après, il y a des thérapies particulières avec certains alors, psychiatres, mais psychologues également. Euh, mais alors souvent, ce qui marche le mieux, d'après ma psychologue, c'est les mises en situation. Donc, des thérapies où voilà, on se remet dans la situation et on travaille dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même des pathologies psychiatriques et donc c'est quand même difficile. Nous, en tant qu'allergologue, on fait partie de la prise en charge, mais c'est pas notre spécialité, malheureusement, sur le sujet. Mais effectivement, il y a un risque et tout patient qui présente une anaphylaxie doit avoir un bilan psychologique. Ça, c'est important. Merci, Juliette. Donc, la question d'Aurélie sur l'intérêt de l'immunothérapie orale dans la prévention de l'anaphylaxie. En fait, c'est justement le sens donc des immunothérapies orales. Il y a la partie diagnostique, bien sûr, mais il y a surtout donc la partie induction de tolérance qui fait que on va essayer de permettre aux gens de ne pas avoir de réaction violente pour un seuil bas qu'ils pourraient rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc, ça permet justement à des allergiques, par exemple à la cacahuète, de ne pas craindre de consommer des traces s'ils étaient plus réactifs ou de ne pas craindre d'aller jusqu'à une ou deux cacahuètes, trois cacahuètes, quatre cacahuètes. Ça permet de repousser ce seuil de déclenchement de l'anaphylaxie. Donc en prévention, c'est permettre une meilleure sociabilisation et faire qu'il n'y ait pas de soucis au quotidien, en sachant qu'effectivement, la plupart du temps, il y a quand même une dose seuil qui va entraîner des réactions. Donc dans la prévention de l'anaphylaxie sur le nombre, oui. Par contre, ça ne permet pas, ça ne permet pas toujours, ça permet parfois de guérison de la maladie. Peut-être tu as quelque chose à rajouter, Juliette? C'est très bien. Alors, ben, je te laisse parler de la désensibilisation aux crustacés.
Alors, oui, alors la désensibilisation pour les crustacés existe, mais il faut se renseigner sur les centres qui le font. Donc, enfin, c'est que des centres hospitaliers, mais déjà, il faut se renseigner. Et comment dire? Il faut être motivé puisqu'elle nécessite la prise de crustacés, déjà une hospitalisation, puis suivie de la prise de crustacés régulière en petite dose, donc 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, il faut être motivé et ça, c'est à vie, entre guillemets. Donc, il y en a peu qui. Enfin, moi, j'ai très peu de patients qui souhaitent faire une désensibilisation aux crustacés. Mais on en voit quelques fois. Je pense aussi qu'il y a un contexte culturel, c'est-à-dire si effectivement dans votre vie sociale vous mangez souvent des crustacés, ça peut avoir un sens. Si ça vous arrive simplement à Noël, vous allez peut-être éviter les crustacés. Alors, je vais prendre la question suivante, donc qui est longue, de Nadia. Est-ce que les analyses moléculaires sont aussi fiables qu'un test cutané? Je suis polyallergique et je n'ai pas pu faire les tests cutanés car je fais des anaphylaxies récidivantes et idiopathiques sous suspicion d'un syndrome d'activation mastocytaire. Il est impossible de faire les tests cutanés. Il apparaît à ces tests que je suis allergique à la PR10 des noisettes. Puis-je en manger quand même ou pas? Alors, donc, les analyses moléculaires, en fait, elles nous permettent de connaître les molécules responsables de la réaction. Il y a rarement une molécule, il y a souvent plusieurs molécules qui sont en cause. Donc, par exemple, pour les gens allergiques à la cacahuète, ça va être ARA-H1 et ARA-H3 ou ARA-H2, ARA-H6 qui ont des profils particuliers, les unes plus anaphylactiques, d'autres communes avec les légumineuses. À chaque fois, c'est un profil donc qui nous permet de déterminer, d'essayer de déterminer ces risques justement. Donc, est-ce que c'est aussi fiable? Ça montre pas la même chose. Le test cutané, il montre une réactivité globale aux molécules multiples qu'il y a à l'intérieur. Il y en a peut-être à l'intérieur qui ne sont pas présentes dans nos dosages moléculaires et qui vont pouvoir déceler des sensibilisations. Donc c'est un global, le test cutané, alors que le dosage moléculaire, il est précis sur une molécule et on va essayer d'apprécier les risques liés à la sensibilisation à cette molécule-là. Pour parler des SAMA, donc, ce sont des syndromes d'activation mastocytaire. C'est une entité qui est apparue progressivement au fur et à mesure de ma longue carrière d'allergologue, où au début on pensait que ça n'existait pas, on cherchait des mastocytoses, et puis on s'est aperçu qu'il y a un stade intermédiaire, c'est SAMA, donc avec les personnes qui ont des cellules mastocytaires, les cellules de l'allergie, qui sont plus réactives que la moyenne et qui vont déclencher des symptômes parfois de manière inappropriée, non seulement avec des allergies, mais parfois sans allergie particulière, juste avec un contexte qui va faire que quelques aliments histaminolibérateurs, une maladie, etc., vont entraîner des réactions de type anaphylactique pour lesquelles on est bien embêté parce qu'on ne retrouve pas forcément d'allergènes. Donc, dans ce cadre-là, la PR10 des noisettes, eh bien, la PR10 des noisettes, c'est une molécule qui, en principe, la PR10 est produite par tous les végétaux, c'est une molécule des défenses des végétaux. Tous les végétaux produisent des PR10 qui se ressemblent plus ou moins, on dit qu'elles sont plus ou moins homologues, et elles vont être capables donc de déclencher des réactions qui sont souvent buccales ou pharyngées, rarement plus importantes parce que rien que la mastication va détruire la majorité de ces molécules. Donc, dans l'absolu, les personnes qui sont allergiques au PRDIS font en général ce qu'on appelle les syndromes oraux, avec des démangeaisons de la bouche, petites lèvres qui gonflent, sensation que la gorge se resserre un petit peu, mais guère plus que ça. Et donc, dans la plupart des cas, on dirait que les PRDIS, non, c'est pas grave, vous ne ferez pas de choc anaphylactique. Chez vous, nuance, vous avez un SAMA. Et donc, chez vous, je ne sais pas si vous ferez un choc anaphylactique, je ne suis pas capable de répondre à la question. Et peut-être que Juliette, qui vous aurait hospitalisé, qui aurait fait un test de provocation, serait capable de vous répondre à la question. Qu'en penses-tu, Juliette? Oui, tout à fait. Après, la question, c'est surtout, est-ce que madame en consommait auparavant et a arrêté d'en consommer en raison du test? Ça, c'est dommage parce que du coup, ben, ça peut créer une allergie. Donc, si vous pouvez en consommer sans souci euh, et que vous pouviez en consommer sans souci il y a 3 mois, il n'y a aucun problème, vous pouvez en reprendre. Tandis que si ça fait 3 ans que vous n'en avez pas mangé, ben, vaut mieux peut-être faire le point avec un allergologue. Voilà. Je te laisse la question de David. Donc, bonjour, avec les températures actuelles, les logements dépassent largement les 25 degrés. Y a-t-il un risque pour les stylos? Bah, effectivement, il faut faire attention. Donc, il faut déjà mettre les stylos dans un endroit, enfin, l'endroit le plus frais possible de la maison. Euh, et il faut
demain ou dans les prochains jours, bien regarder le témoin des stylos et s'assurer que celui-ci est bien transparent, clair. Et voilà. Donc, mais voilà, normalement, ça doit bien se passer, mais c'est vrai que bon, faut se poser la question. C'est une bonne question. Alors, ça sent bien parce que l'autre, c'est moi qui dis une bêtise, donc je vais en parler. Vous parliez d'adrénaline sous forme nasale, est-ce bien sur le marché? Alors, c'est sur le marché européen, c'est pas du tout sur le marché français actuellement. Je l'ai vu il y a 15, non, un mois à peu près, fabriqué à Madrid, donc il arrive, mais il n'est pas encore autorisé en France, en fait, il est commercialisé dans d'autres pays. Est-ce que ça sera possible de l'administrer à un enfant? Bah, c'est aussi le principe, oui. Le but, c'est d'essayer de lever un blocage à l'administration, la peur de la piqûre. Plus on a de formes disponibles, plus on a de formes galéniques, donc plus on a de chances de pouvoir sauver des vies. Je te laisse la suite. Sans qu'il y a une norme avec les kilogrammes, mais bon, faudra voir. Il me semble qu'il y avait plusieurs dosages, ouais. Euh, alors, est-ce grave d'utiliser EpiPen si on pense que c'est une anaphylaxie? En gros, l'utiliser sans être sûr que c'est cela. Bah, vaut mieux l'utiliser dans le doute que ne pas l'utiliser, puisque si on doute, ça veut dire que la réaction, elle n'est pas normale. Donc, alors, si c'est juste une réaction modérée, donc comment on reconnaît une réaction modérée? On éternue, on a une conjonctivite, un peu d'urticaire localisée, un petit peu mal au ventre, mais franchement, ça va. Euh, un peu la gorge qui gratte, mais je respire bien, je n'ai pas d'hypersalivation, eh bien là, c'est modéré, on peut prendre un antihistaminique. Par contre, pour toutes les autres réactions, on commence à avoir très mal au ventre, la voix qui change, une hypersalivation, j'ai les mains qui grattent ainsi que les pieds qui grattent, la tête qui gratte. Là, ça commence à s'empirer et je commence à avoir du mal à respirer. Donc là, bah, bien sûr, il faut voilà, s'injecter de l'adrénaline. Une douleur abdominale intense qui passe pas avec le traitement antihistaminique, il faut s'injecter de l'adrénaline. Ça peut s'empirer. Ah ben, ça fait écho justement avec la question de David. J'ai une autre question. Si les premiers symptômes sont des rougeurs localisées bouche et main et que l'ARIUS fonctionne, les symptômes peuvent-ils s'aggraver dans les minutes qui suivent? Ben oui, justement, c'est des prodromes, on dit que les premiers symptômes, et ça peut aller plus loin. Et si on s'est rassuré avec de l'ARIUS, ce n'est pas ça qui va empêcher le choc anaphylactique. Par contre, effectivement, c'est un confort et donc du coup, ça améliore la partie stress, hein, puisque notre stress va entraîner aussi davantage de symptômes. Donc, de donner de l'Airius, oui. De se contenter de ça, non. Il faut avoir avec soi le stylo d'adrénaline. Et si on voit effectivement que les symptômes s'accentuent, on a deux organes qui commencent à être touchés, sensation de malaise qui apparaît, on voit que la personne commence à ne pas se sentir bien, être gênée pour respirer, il faut surtout pas hésiter. On pique et on n'attend plus. Vous n'hésitez pas à piquer avant d'appeler le secours même, hein. Il y a des symptômes graves qui sont présents. Vous piquez, vous appelez après. Alors, est-ce que l'immunothérapie orale peut mener à une guérison totale? Euh, alors oui. Alors pas toujours, mais en tout cas oui. Il y a des patients qui guérissent. Plus on fait, on a l'impression que quand même, plus on fait une désensibilisation tôt, mieux c'est. Donc, par exemple, on a des enfants qui étaient allergiques à vraiment tout, le lait, les œufs, les fruits à coque, les légumineuses. Et ben, ils arrivent à s'en sortir et ça, c'est quand même, voilà, on est content pour eux de faire le plus tôt possible la réintroduction. Quand ça persiste, c'est-à-dire que souvent, tout ce qui persiste à l'adolescence, on va avoir du mal à les guérir totalement. On peut toujours avoir un espoir, hein, mais malheureusement, on conseille de, même si on a atteint un seuil élevé en allergène, c'est-à-dire si on peut consommer 3 cacahuètes et ne rien avoir, eh bien, il faut quand même, malgré tout, poursuivre si on est toujours sensibilisé et si on est toujours, comment dire, allergique à, par exemple, 11 cacahuètes en test. Donc, voilà. Merci Juliette. Donc il y a une question de Jamab. Mon fils a une intolérance aux œufs, mais ses réactions sont imprévisibles. Comment différencier une vraie allergie d'une simple intolérance dans ce cas? Peut-il y avoir des facteurs déclenchants qui modulent la réaction?
Le diagnostic d'allergie, c'est l'allergologue qui va le faire, hein. Donc, vous allez le voir, il va faire son bilan, il va voir si effectivement il s'agit d'une allergie ou pas, ou s'il s'agit d'une intolérance. On a parlé tout à l'heure des CIPA. L'œuf est souvent responsable de CIPA également, donc parfois associé à une allergie, parfois sans allergie. Donc, c'est là où tout le bilan prend son sens, pouvoir trier les mécanismes qui se passent chez votre enfant et pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées. Il y a également pour les allergiques à l'œuf une chose qui est assez fréquente, c'est qu'une fois qu'ils ont outrepassé leur allergie, qu'elle en a guéri, ce sont souvent des enfants qui gardent un dégoût alimentaire pour l'œuf lui-même et la texture de l'œuf. Et donc ils arrivent à manger de l'œuf sans problème dans un gâteau pour lequel le goût de l'œuf sera masqué, mais leur faire manger une omelette bien cuite ou même un œuf dur, ça sera pas possible parce qu'ils l'associeront à leur réaction d'autrefois et ils gardent ce dégoût alimentaire. Voilà. Alors, avez-vous eu des décès suite à une induction de tolérance ou un test de provocation? Alors, nous, dans notre service, enfin, moi je suis à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Ça fait 20 ans qu'on fait des tests de provocation et il n'y a jamais eu de décès. Heureusement, et on voit des patients très sévères. Donc, comme on voit dans les données du réseau d'allergovigilance, les décès sont quand même heureusement donc, rares. Donc, sur 20 ans, il n'y a que 19 cas déclarés. Et je pense que quand on a un décès, on le déclare. Donc, à mon avis, voilà, ça doit pas être beaucoup plus. Donc, je me dis heureusement. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent la crainte des patients, des parents hein, qui viennent avec leurs enfants ou même des patients qui viennent se désensibiliser. Mais ouais, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, on est là, on est, comment dire, formé aux premiers gestes de secours hein, et à la réanimation en cas d'anaphylaxie. Et ça, bah, on en fait quand même faire régulièrement de l'adrénaline hein, aux patients qui viennent en test. Mais on a rarement, finalement, on fait une injection et ça va tout de suite mieux. Donc, c'est rare quand même que les patients aillent mal après une injection d'adrénaline. Souvent, on dit que si on fait plus d'une injection, on dit que c'est une anaphylaxie réfractaire et donc on peut faire voilà, plusieurs injections. C'est quand même des cas exceptionnels. Enfin, en tout cas, ça reste rare. Euh, mais on dit toujours aux patients qui viennent en test qu'il peut voilà, y avoir une réanimation par derrière et un décès, mais ça, ils signent le consentement. Et c'est toujours un risque. Quand on opère un patient, quand on est chirurgien, et ben, finalement, il peut y avoir une infection grave par derrière et c'est, je pense, exceptionnel. Et donc là, pour nous, voilà, c'est aussi rare. Et nous, heureusement, je touche du bois, mais on n'a pas eu de décès pour l'instant. Alors, la question de Nadia, quelles sont les molécules à risque d'anaphylaxie? En fait, il y en a plein. Ça dépend en fait de votre allergie alimentaire en cause. Donc, si par exemple vous parlez de l'arachide, eh ben, c'est plus justement les molécules RH2, RH6. On va avoir les protéines de stockage, beaucoup aussi, qui vont être responsables. Ce qu'on appelle les LTP, les protéines de transfert lipidique, donc qu'on va trouver dans des fruits, dans les légumes, des graines. Donc, au niveau du blé, c'est l'oméga 5 gliadine qui donne ce qu'on appelle des anaphylaxies d'effort. Donc, des molécules donc, responsables d'anaphylaxie en termes d'aliments, c'est toutes celles-là. Après, si on parle partie médicaments, ben, en fait, les plus fréquentes, ça va être donc sur les pénicillines, bien sûr, avec l'amoxicilline surtout, les curares, le latex. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça dépend du contexte et de l'allergène dont on parle. Voilà, mais des molécules allergisantes, anaphylactiques, pardon, il y en a plein. Alors, les allergies croisées entraînent-elles des chocs anaphylactiques? Et si je suis allergique sévère au kiwi, est-ce que je vais faire un choc avec le latex? Alors, les allergies croisées peuvent entraîner des chocs anaphylactiques, c'est sûr. Mais si on est allergique au kiwi, on n'est pas forcément allergique au latex. Donc, l'association n'est pas forcément, comment dire, euh, vraie.
Donc, il faut vraiment refaire le point avec l'allergologue. Et si vous êtes allergique vraiment au latex et que vous êtes allergique au kiwi, ben, c'est peut-être effectivement qu'il y a un lien entre les deux. Mais en tout cas, du coup, il faut éviter le latex lors d'opérations ou en tout cas tout contact avec le latex. Donc je prends la question de Nelly. J'ai souvent lu que le chiffre obtenu lors des dosages d'IgE n'est pas proportionnel à la sévérité de l'allergie. Ma fille à PLV sévère avait un chiffre proche de 100 avant son induction de tolérance. Au dernier bilan, le chiffre était descendu à 7 et notre allergo nous dit que cela signifie que son allergie diminue véritablement. Pourtant, l'ITO est sensible, nous avons encore des réactions à 10 millilitres. Alors, effectivement, c'est un dosage qui est semi-quantitatif. Donc, il ne permet pas de déterminer l'importance de l'allergie, il permet de déterminer la probabilité que vous soyez réactif à cette molécule. Donc, quand vous êtes à 100, effectivement, vous êtes très probablement réactif à cette molécule. Quand vous êtes à 7, vous êtes positif à cette molécule. Mais ce n'est pas une question d'importance. Le 100 et le 7, c'est pas plus fort 100 que 7. C'est juste une probabilité plus importante. Voilà. Mais dans le contexte, en fait, on savait déjà que bah, cette personne était sensibilisée à la PLV. Avec une nuance quand même, c'est qu'on a des courbes également de suivi qui montrent que une décroissance du taux, ben, c'est un élément favorable. Donc dans le suivi, d'avoir un taux qui diminue, c'est plutôt effectivement positif par rapport à une augmentation, d'autant qu'en général, au-delà de 100, je ne crois pas qu'on compte. Voilà. Je te laisse prendre la suite. J'ai pas vu la question dans le chat. Alors peut-être que je suis restée un peu trop haut, mais y a-t-il, donc moi j'étais à, y a-t-il des réactions, des risques à faire des réactions allergiques à répétition et peut-il y avoir des séquelles invisibles? Alors, une réaction allergique bénigne, je suis pas sûre qu'il peut y avoir de séquelles. Par contre, si on fait une réaction anaphylactique, enfin, déjà, une réaction allergique bénigne, il peut y avoir peut-être quand même de l'appréhension, hein, tout ce qui est psychologique. Je pense quand même qu'il peut y avoir un affect et ça, c'est pas terrible. Ne pas dormir, de l'irritabilité, ça quand même, ça peut être des conséquences. Mais quand on fait une réaction anaphylactique, euh, on peut éventuellement avoir des conséquences. Euh, si on fait un arrêt cardio-respiratoire, bien sûr qu'il peut y avoir des séquelles au niveau de la fonction cardiaque. Il peut y avoir des séquelles sur le plan neurologique. Euh, mais comment dire euh, en tout cas, actuellement, j'ai mené mon enquête et il n'y a pas beaucoup on va dire, de publications sur ce sujet. Donc, ça serait intéressant d'avoir des études là-dessus, mais c'est vrai il y a c'est un sujet qui est très, très peu abordé dans la littérature. Euh, mais c'est certain qu'il doit y avoir des séquelles. À en faire, en tout cas, des anaphylaxies à répétition, c'est certain qu'il doit y avoir des séquelles. Alors, voilà. À poursuivre. On est vraiment, je pense, euh, à la préhistoire de l'allergologie, donc il faudra que plus tard on élucide tous ces mystères. Alors, Laure Fleury, donc, qui est évidemment très concernée par le sésame, avez-vous des réintroductions d'allergie au sésame? J'ai lu que c'était compliqué cette réintroduction. Alors, j'ai vu passer, je vous mets en lien, il y a quelque temps une étude donc, qui était israélienne sur le sujet, donc, qui montrait que bah, la plupart des allergies au sésame restaient et que oui, il était possible d'induire une tolérance, mais que bah, les résultats n'étaient pas extraordinaires. Vous avez l'article en lien et vous pourrez aller voir tout ça avec la source également. Du coup, je me permets de répondre à la deuxième dans la foulée, Juliette. Vas-y, je t'en prie. Comment différencier une simple réaction à l'histamine avec menton qui devient rouge lors d'ingestion d'aliments riches et une allergie avec rougeur également sur le menton? C'est là aussi le bilan de l'allergologue qui va vous faire la différence. Il y a évidemment des aliments pour lesquels c'est évident, les épinards, la tomate, c'est riche en histamine, c'est irritant. On veut sur une peau qui a un peu d'eczéma, évidemment ça va rougir et on va pas ou très peu probablement vous parler d'allergie. Par contre, effectivement, quelqu'un qui réagit
de manière importante avec une réaction qui est plus que rouge, qui rentre dans un contexte d'allergie à d'autres choses, qui est allergique aux acariens et qui en mangeant des crevettes a vraiment des réactions qui se produisent. Oui, et là on va évidemment évoquer une allergie, on va effectivement faire un bilan un peu plus détaillé, regarder les tropomyosines, voir ce qu'il en est et pouvoir vous déterminer si c'est une allergie ou pas. Mais c'est le bilan allergologique qui permettra de différencier tout ça. Voilà, alors en fait, je crois que j'ai pas les questions dans le bon ordre, Juliette, parce que je retrouve ta question de tout à l'heure sur les allergies croisées. C'est pas grave. Alors, je te laisse continuer. Alors, y a-t-il un lien prouvé entre le microbiote intestinal et les allergies alimentaires? Euh, c'est une question difficile. En tout cas, nous, en tant qu'allergologue, on va pas mettre forcément des probiotiques. On va pas avoir d'action finalement sur le système digestif en cas d'allergie, sauf chez les enfants, par exemple, qui ont une allergie aux protéines de lait de vache. On va souvent quand même, enfin voilà, les pédiatres vont souvent supplémenter et donner des probiotiques, mais voilà, c'est une question qui est intéressante et je pense que voilà, qu'il y a de l'avenir. Ça serait bien effectivement de creuser la question. On sait qu'en tout cas, il y a une dysbiose quand on a un eczéma, une dermatite atopique. Et donc, souvent, quand même, on a un combo dermatite atopique, allergie alimentaire, rhinite allergique, asthme. Donc, forcément, le microbiote est altéré. Donc, peut-être que des traitements, le traitement du microbiote pourrait aider. On sait que, par exemple, pour la dermatite atopique, Lactobacillus rhamnosus, en tout cas, a l'air de fonctionner partiellement, mais en tout cas, peut aider. Voilà, il y a des études sur ça. Mais pour les allergies alimentaires, j'ai pas de, pour l'instant, on ne propose pas grand-chose, malheureusement. J'ai retrouvé le fil. Le message de Cindy, le fait d'avoir une réaction à un AO3 qui est à risque de réaction anaphylactique diminue la chance d'une guérison ou non. Donc NaO3, c'est une molécule de la noix de cajou, plus exactement des anacardiacées. Donc les anacardiacées, noix de cajou, pistache principalement. La mangue aussi, mais la mangue, on mange la pulpe, on mange pas le noyau, donc on n'a pas ce souci-là. C'est une réaction effectivement à molécules très anaphylactique. Est-ce que ça diminue la chance d'une guérison ou non? Non, ça dépend des taux en fait. Vous avez parfois des gens qui vont être juste légèrement sensibilisés à NaO3 et qui, j'en ai tous les ans hein, sans problème, qui vont guérir dans l'année, qui vont outrepasser leur allergie et ça va complètement disparaître. Donc c'est pas tellement la molécule elle-même que l'intensité de la sensibilisation et l'intensité des réactions qu'il y a eu. Après, il y a aussi, alors là, je parle d'expérience, j'ai pas vraiment beaucoup d'arguments sur le sujet scientifique, mais le sentiment que j'ai, souvent, les gens qui sont polysensibilisés à de multiples molécules du même aliment, mais légèrement polysensibilisés à cet ensemble de molécules, ce sont ceux qui ont les meilleures chances de guérison. On les voit très souvent tout négativer très rapidement, en 1 ou 2 ans, de manière extrêmement surprenante. Ça me fait penser à un petit Marius comme ça que j'avais vu. J'étais jeune allergologue et à chaque fois que je le voyais, il avait une allergie supplémentaire. Ça commençait à me déprimer presque autant que lui et que ses parents. Et puis en fait, c'était toujours des petites sensibilisations avec des petites réactions, jamais de choses très fortes. Et juste en l'équilibrant correctement, en le suivant correctement avec ses traitements médicamenteux où il n'avait pas de symptômes et que tout se passait bien, il a totalement outrepassé l'intégralité de ses sensibilisations en 3 4 ans. Donc c'était aussi traumatisant au départ que valorisant à la fin, où on se dit que quand même, on est content de l'avoir accompagné sur ce chemin. Je te laisse continuer, Juliette. Alors, quels sont les risques de l'injection d'adrénaline? Je connais un enfant qui a eu des graves problèmes au pancréas suite à une injection. Alors, l'injection d'adrénaline, effectivement, peut, euh, comme tout médicament, avoir des effets indésirables. Mais enfin, voilà, moi, je vois des patients allergiques tous les jours qui se sont injectés de l'adrénaline. Et pour l'instant, heureusement, en tout cas, les patients n'ont pas déclaré d'effets indésirables. L'effet indésirable qui peut y avoir, qui est assez décrit. Alors, le pancréas, j'ai jamais vraiment entendu cette. Alors, est-ce que c'est une nécrose? Est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est exactement comme type de problème au niveau du pancréas? Mais en tout cas, l'effet indésirable le plus fréquent, c'est la nécrose au point d'injection.
nécrose cutanée. Il peut y avoir des troubles du rythme également. Mais voilà, pour des réactions anaphylactiques, je pense quand même que balance bénéfice-risque, c'est comme tout médicament. Quand on va prendre du paracétamol, et ben, parfois, ben, on a une hépatite et on peut en mourir. Donc, c'est voilà, toujours la balance bénéfice-risque. Et quand ça tombe sur nous, effectivement, c'est pas de bol. Mais voilà. Ouais, voilà. Comme dit Juliette, les effets secondaires, ils sont liés essentiellement à la molécule elle-même. Elle a un effet de vasoconstriction, ça resserre, c'est les possibilités de nécrose. Et elle a un effet d'accélération du cœur, donc de tachycardie évidemment. Donc chez les cardiaques, c'est pas le bonheur, mais souvent ils préfèrent quand même être vivants que de ne pas prendre leur traitement. Quelle est la réglementation concernant le PAI en crèche? Alors moi je connais le PAI pour l'école, pour la crèche je pense que c'est une extension, mais je ne crois la crèche n'étant pas une obligation, c'est un accord privé. Souvent ils se servent des mêmes formulaires donc qu'on utilise pour l'école. Mais en soi, c'est un règlement intérieur de la crèche et c'est elle qui va décider de comment ils acceptent ou pas. Alors souvent, il y a un médecin de crèche et c'est un pédiatre, ils connaissent bien les allergies, on arrive souvent à négocier, à discuter avec eux. Je dirais c'est peut-être souvent plus facile avec les crèches où on a un médecin pédiatre référent qu'avec l'école où on a un médecin scolaire qui gère des milliers d'enfants et dans lequel gérer un cas particulier dans lequel on pourrait faire des circonstances particulières d'accueil, c'est tout de suite plus difficile. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais répondre rapidement aux questions posées. Alors, il y avait la question sur le lait. Alors, je l'ai perdu du coup. C'était une question sur les savons. Une patiente allergique au lait, apparemment, et il y avait un lait dans du savon. Et donc, est-ce qu'il y a un risque de faire une anaphylaxie? Alors, je pense que le contact cutané simple, ne, en tout cas, s'il y a une désensibilisation en cours, ne présente pas de risque d'anaphylaxie. Mais il peut y avoir, comme il y a une sensibilisation, une allergie, un risque d'eczéma des mains lors voilà, un contact avec les protéines allergisantes. Donc, c'est pas terrible de donner du lait d'ânesse ou du lait de vache, je sais pas sous quelle forme c'est, mais voilà, à des enfants qui sont allergiques à ces protéines. J'enchaîne avec Valentine. Pour les allergies alimentaires PRDIS qui découlent d'une allergie au boulot, est-il possible de guérir avec une désensibilisation au boulot? Alors oui, la réponse est simple. Parfois, oui, même assez souvent, ça va atténuer les réactivités au PRDIS. Alors la PRDIS que vous avez dans votre désensibilisation, c'est celle du boulot. Donc c'est évidemment surtout efficace pour moduler la réactivité à cette PRDIS-là. Mais ça, il y a un ensemble d'isotopes donc de PRDIS. Et dans le lot, de la même manière que les réactions à PR10 alimentaires sont inconstantes, elles peuvent être améliorées tout à fait par cette désensibilisation. À Alors, toi, les Julie. allergies LTP pour la pêche sont-elles à risque d'anaphylactique? Oui, elles sont à risque d'anaphylaxie. Donc, ça fait partie des. Donc, la protéine LTP est une protéine qui occasionne des anaphylaxies, plus que, par exemple, les protéines PR10. Concernant les CIPA, est-ce que ça peut donner de la fièvre? Alors de la fièvre elle-même, non, mais par contre une sensation d'être fébrile, oui. Donc fièvre, c'est plus de 38,5 degrés, donc il n'y a pas de fièvre qui arrive sur le CIPA. Voilà. À toi, Juliette. Quels sont les meilleurs substituts pour les allergènes communs? Peut-on complètement guérir d'une allergie à l'âge adulte et contrario déclencher une allergie à l'âge adulte? Alors, les substituts pour les allergènes communs, donc là, il faut prendre rendez-vous avec une allergodiète pour faire le point ou même votre allergologue. Je pense que il sera plus à même de vous répondre en détail. Concernant l'allergie, elle peut guérir à l'âge adulte, effectivement, et une allergie peut se déclencher aussi à l'âge adulte, malheureusement. Oui, si vous le souhaitez, alors là on va bientôt terminer, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le site, par le mail, pour ce que vous auriez souhaité qu'on fasse un peu mieux la prochaine fois, nous dire si c'était bien, si on peut faire mieux, et la manière dont vous pensez qu'on pourrait améliorer ces réunions Zoom. Effectivement, alors le PAI s'applique en crèche, j'apprends, je l'apprends avec vous. Voilà. Et puis, bah, écoutez, moi je vais
m'arrêter là. Peut-être tu as un petit mot à dire, Juliette. En tout cas, c'était très sympa à vous. Merci à vous d'être venus si nombreux et puis avec toutes vos questions. On espère que ça vous aura été utile et que on aura l'occasion de discuter de d'autres sujets d'allergie sur les prochaines semaines. Voilà, je te laisse le dernier mot, Juliette. Oui, bah, merci beaucoup et n'hésitez pas à voilà, revenir vers nous Merci à vous. cette semaine. Au revoir.